Ok, alors aujourd'hui donc on va poursuivre le cours sur la politique à l'aide en particulier d'une analyse de Rawls. Donc c'est un cours, ça fait longtemps que je voulais le refaire. Vous avez vu, c'est assez long, hein. J'ai 18 pages, je sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais voilà, c'est un truc un petit peu ambitieux et j'avais très envie de le faire parce que je pense que c'est un des cours qui vont plus vont plus faire travailler votre conscience politique. C'est de la philo-politique un peu contemporaine et il me semble que c'est quelque chose qui va vous aider à développer une opinion raisonnable et raisonnée voilà, sur ce que c'est que la justice aujourd'hui. Alors, euh, on avait vu du coup avec Rousseau que l'État était capable d'une vraie justice et que pour ça il fallait instaurer l'État de droit, hein. Il suffisait de garantir la liberté politique des individus. Alors le problème, c'est que cette liberté peut conduire aussi aux plus grandes inégalités, hein, qui elles évidemment seront vécues comme des injustices. La liberté d'entreprise, par exemple, permettra à certains d'accumuler de très nombreuses richesses, tandis que d'autres échoueront et seront réduits à la plus grande pauvreté. Alors, on comprend bien que, évidemment, Rousseau il permet de penser une justice du système légal, c'est-à-dire un droit juste, c'est-à-dire encore un droit tout court au fond, hein, parce qu'un droit qui n'est pas juste est une aberration. Le truc, c'est qu'il ne définit pas les conditions concrètes de la justice réelle, de la justice économique et sociale, qui suppose davantage qu'une simple égalité des gens devant la loi. Parce que les conditions dans lesquelles les individus vivent ne sont précisément pas identiques, et que du coup cette différence peut produire des inégalités, hein, peut être instituée en inégalité. Pire, en rester à la simple égalité devant la loi peut même engendrer des injustices et les pérenniser. Par exemple, le droit de propriété, on l'avait déjà vu, garantit l'égale protection des biens de chacun, mais seuls ceux qui ont des biens peuvent bénéficier réellement de cette protection. Et ce droit, en plus, une fois qu'il est institué, qui protège ceux qui ont des biens, non seulement perpétrer les inégalités, mais les aggraver, parce qu'une fois que nos biens sont protégés, on va pouvoir capitaliser dessus et devenir de plus en plus riches. Alors que les pauvres vont rester pauvres du fait qu'ils ne peuvent plus puiser dans la masse du bien commun. Alors ce à quoi on va s'intéresser du coup, c'est pas simplement la question formelle du droit, hein, comment est-ce qu'on fait pour que l'État il ait un droit qui ne lèse aucun citoyen particulier, mais plutôt la juste répartition des biens socio-économiques. L'argent, les capitaux, mais aussi la santé, l'éducation, l'accès aux positions de pouvoir, etc. Alors pour être plus précis, on va aborder les choses sous l'angle du conflit entre la liberté et l'égalité, hein, qui a pour corollaire au fond la question de la dose d'intervention de l'État dans la vie des particuliers. Alors, je vais caricaturer un tout petit peu maintenant, mais je raffinerai plus tard. Moins l'État intervient, plus les individus sont libres, et plus les inégalités socio-économiques augmentent. A l'inverse, plus il intervient pour redistribuer les avantages, par exemple, moins du coup les libertés individuelles sont grandes, et le désir d'initiative aussi d'ailleurs, et plus il est enclin à sacrifier certains individus ou à empêcher certaines manières de rechercher ce que l'on estime être son bien, par exemple l'accumulation de richesses. Bref, mieux on garantit la liberté, moins on garantit l'égalité, et inversement. Or la liberté, tout comme l'égalité, semble être constitutive du concept de justice. Alors, on a du mal à imaginer ce que serait un État juste sans imaginer que la liberté soit à la fois garantie, il y a une certaine forme d'égalité entre les citoyens. Alors il semble que du coup on ait à choisir entre d'un côté le respect des personnes et de leur choix de vie, et de l'autre une répartition globalement juste des richesses. On veut ni quelque chose qui maximise le bien commun au prix du sacrifice individuel, et on veut pas non plus quelque chose qui n'a rien à faire de la question du bien commun ou de la compensation des inégalités. Alors pour comprendre pourquoi liberté et égalité peuvent rentrer en conflit, on va d'abord commencer par exposer la théorie classique du libéralisme économico-politique. En France en général, on considère que c'est le centre droit. Et d'autre part, ensuite on travaillera un petit peu sur la théorie socialiste, qui est plutôt à gauche et qui va permettre de penser justement plus une société égalitaire. Et enfin, on va exposer la solution de Rawls, qui apporte une solution très très intéressante au dilemme que je vous ai proposé. Alors, je précise, on va pas vraiment faire de politique. J'ai cité aucun responsable et je vais pas défendre une thèse, moi, sur ce que c'est qu'une société juste. Ce que j'essaye juste, c'est de dégager la base argumentative des deux grands courants politiques qui ont structuré
la vie politique moderne. On va commencer par le libéralisme économico-politique. Alors le principe de ce courant de pensée, c'est qu'on va limiter l'intervention de l'État à la protection des droits fondamentaux de l'individu. D'abord contre les autres, on va protéger ses biens, sa propriété, lui-même, sa santé, etc. Mais aussi contre l'État, qui pourrait abuser de son pouvoir, et du coup par exemple spoiler l'individu, c'est bien le déposséder de sa maison pour construire une route ou prendre des impôts de façon exagérée. Donc l'État doit garantir des droits individuels et le droit à rechercher par soi-même ses objectifs propres selon sa conception du bien à lui, et du coup de participer aussi au bien commun, l'intérêt général, selon sa conception de la justice et de la propriété privée. Par exemple, si, je sais pas, une personne est religieuse, on va avoir tendance à dire que le soin bien commun sera laissé à sa charité. Au contraire, je sais pas, si c'est un trader de Wall Street, on va dire c'est la sélection sociale et seuls les plus combatifs s'en sortent, et tant pis pour ceux qui échouent. Alors, l'idée c'est que tant qu'on ne nuit pas autrui, on fait ce qu'on veut. Et on dispose de soi-même et de ses biens comme on l'entend. On n'est pas tenu à une solidarité particulière. Les droits de l'État libéral sont négatifs. Ils ne disent pas ce qu'on doit faire, et ils ne font qu'interdire ce qui limite la liberté de chacun. Alors, on va justifier ça. Alors pourquoi est-ce que finalement on défend une forme de régime apparemment de l'égoïsme? Alors, ce que défendent les libéraux, je vais l'écrire comme ça. Hop. Et vous allez voir qu'il y a une justification morale à ça, c'est pas un égoïsme naïf, on n'est pas en train de dire il faut tous être des crevures pour l'emporter sur les autres. Il y a quelque chose quand même d'assez profond derrière. Alors, les libéraux défendent du coup un primat de la liberté individuelle. On peut parler d'individualisme méthodologique ou encore d'atomisme. Alors l'idée c'est que pour un libéral, ce qui importe avant tout, le premier fondement de toute chose, c'est la souveraineté de l'individu sur lui-même. C'est de là que tout part. S'il y a une société, c'est parce que les individus l'ont choisi, ont mobilisé leur volonté pour aller vers ça, et c'est là où tout doit aboutir. Le but de l'État, c'est la protection de ce premier truc fondamental qui est la liberté individuelle. Le problème, c'est que la liberté individuelle est un bien fragile, et du coup, il faut se prémunir contre les abus de pouvoir. Pour détruire la liberté, l'État n'a pas besoin d'être autoritaire, il suffit qu'il induise des comportements, ou qui définissent le bien commun. L'État libéral ne doit intervenir que le moins possible dans l'organisation de la société civile. Alors du coup, le rapport du citoyen à l'État est à concevoir en termes de contrat. Ce qui justifie l'existence de l'État, c'est qu'il n'est qu'un moyen au service des individus pour que chacun puisse vivre sa vie comme il l'entend. C'est donc pas parce que les individus choisissent librement cette institution qu'il a une légitimité. C'est donc que parce que les individus choisissent librement cette institution qu'il a une légitimité. Le modèle du contrat permet de comprendre pourquoi les individus acceptent des obligations et pourquoi c'est juste qu'ils les acceptent. C'est tout simplement parce qu'ils l'ont décidé. Et il n'y a que ce critère-là qui peut servir de justification à la soumission de l'individu à une obligation. La seule chose qui puisse donner de la légitimité à quelque chose qu'on nous oblige à faire, c'est qu'on l'a accepté, c'est la liberté, c'est le libre choix des citoyens. Rien d'autre, à part le consentement, ne peut servir de justification. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas accepté tant qu'on ne lui a pas demandé son avis. Et c'est parce qu'on l'a choisi, et c'est parce qu'on a choisi donc l'existence de l'État que l'État a une valeur. Et par contraste, si on pense l'État comme une réalité divine ou naturelle, alors du coup, là, ce qui donne sa légitimité à l'État, c'est plutôt l'idée d'un dieu. Je sais pas, pensez à Louis XIV, qui se dit monarque absolu de droit divin. Ou alors, c'est une réalité naturelle, on va dire c'est l'ordre du monde qui a voulu qu'on a fait un État, et au fond, on se fiche éperdument de savoir ce qu'en pense l'individu. Et donc, dans ces cas-là, vous voyez, quelque part, on court-circuite le consentement de l'individu. Et du coup, les libéraux vont dire que l'État, la monarchie absolue de droit divin, c'est juste une façon d'imposer, du souverain, pour le souverain, d'imposer sa volonté aux individus. Le consentement, c'est d'abord ça qu'il faut protéger. Pour un libéral, aucun État n'est légitime s'il ne repose pas d'abord sur le consentement des citoyens. Alors la conséquence concrète de ça, c'est le marché. Alors pourquoi ? À ce titre, c'est pas à l'État du coup de fournir aux individus un modèle de vie, de faire des choix à sa place ou de lui proposer des moyens matériels pour vivre sa vie. Pourquoi ? Parce que ce serait ingérer dans sa sphère privée. Ce serait opérer des arbitrages à sa place.
par exemple, en fournissant, je sais pas moi, du riz à tout le monde, eh ben, il va frustrer ceux qui préfèrent les pâtes. Ou alors en imposant aux citoyens de beaucoup travailler pour que tout le monde soit très riche et ait beaucoup de ressources, bah, finalement c'est frustrer ceux qui disent bah, moi j'ai besoin de peu et finalement la paresse me convient assez bien. Ou à l'inverse, hein, de demander peu laisserait les individus dans une vie modeste, alors que pourquoi pas, on a le droit de choisir pour soi-même une vie de luxe. En conséquence, bah, du coup il n'a pas le droit de prélever beaucoup d'impôts. Alors d'une part, ce serait évidemment retirer à l'individu son pouvoir de faire ce qu'il veut de ses biens, par exemple s'assurer voilà, sa sécurité, sa santé, tout ça, et d'autre part, il l'utiliserait pour décider à la place de l'individu ce qui est bon pour lui. Par exemple, si on pense qu'on tombera pas malade, parce qu'on est en bonne santé, ou que la vie est courte et il faut en profiter, tant pis pour la maladie. Mais en fait, il paraît illégitime de financer la sécurité sociale qui va bénéficier à tous et dont on bénéficiera jamais. Pareil, si on n'aime pas l'opéra, c'est incompréhensible que l'État prélève une part de mon salaire pour financer ce gouffre financier. L'État libéral limite au maximum l'intervention de l'État dans ce qui concerne notre vie privée, parce que ce serait dangereux pour notre liberté, mais du coup ce serait aussi dangereux pour sa légitimité à lui, puisque comme je l'ai dit avant, la légitimité de l'État repose sur la liberté des citoyens. Donc si l'État libéral commence à diminuer la liberté des citoyens, il diminue aussi sa carte d'identité, il se détruit lui-même. Alors pourquoi est-ce que la conséquence de ça c'est le marché en fait, la conséquence concrète, le marché, j'aurais plutôt dire le non-interventionnisme, quoi. Je me suis trompé du ligne. Voilà, l'État doit... Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est comme ça. C'est le marché. Alors pourquoi? Parce que pour réaliser son bien, pour que chacun soit libre de consacrer ses ressources au projet qu'il préfère, l'individu doit directement coopérer par les autres sans que l'État interfère. Et du coup, le modèle du contrat qui s'appliquait finalement, qui était la raison d'être de l'État, la justification de l'État, la manière de légitimer l'existence de l'État, elle s'applique tout autant aux relations interindividuelles. Et ça, c'est ce qui s'exprime le mieux dans le système qu'on connaît aujourd'hui et qui s'appelle le marché. Le marché, c'est au fond un système de contrat. Alors quand vous allez acheter du pain, vous signez pas un contrat, machin, mais au fond, vous avez une facture. Cette facture, elle dit, j'atteste que j'ai donné une certaine partie de mes ressources, en échange de quoi je suis supposé recevoir une baguette de pain. Et au fond, c'est un mini-contrat. Le marché, c'est un système économique dans lequel la production et l'échange sont libres et concurrentiels. Et du coup, il s'oppose à un système de planification globalisée de l'économie en fonction des besoins de la société. Par exemple, le modèle soviétique. Donc l'État, dans le cas du modèle soviétique, il impose de produire par exemple une certaine quantité de blé et il la redistribuera ensuite. C'est lui qui fixe les objectifs de production, c'est lui qui fait l'analyse de la demande et il essaye au mieux qu'il peut d'organiser la production en fonction de la demande ou pas, avec un certain nombre d'arbitrages. Par exemple, je sais pas, les soviétiques, ils ont fait beaucoup d'acier et parfois pas beaucoup de nourriture. Donc c'est l'État qui va organiser la production en disant c'est lui qui a la meilleure connaissance du bien global, de l'intérêt général, et c'est lui qui prendra ça à sa charge. Alors les avantages du marché sont nombreux, et d'abord c'est l'augmentation des richesses globales. Alors, la première justification que les libéraux ont tout de suite dû apporter à l'institution du marché, c'est de dire il ne s'agit pas d'un panier de crabes où les plus forts des requins s'en sortiront. Le but c'est pas de valoriser l'égoïsme cruel des individus, c'est pas Caliclès, on veut pas un tas de requins qui se dévorent les uns les autres. Les premiers libéraux ils disent que quand chacun cherche à maximiser son intérêt dans ce cadre, au fond tout le monde en profite, la richesse globale augmente. Et en fait c'est plus efficace pour aider les pauvres de participer au jeu du marché, qui va finalement par ruissellement faire abonder, disons par exemple diminuer le nombre de pauvres parce que ça augmentera je sais pas, la quantité de travail par exemple, ou de travail disponible, que de laisser ça aux soins de la charité. Ou même si chacun s'occupe de son intérêt à lui, finalement tout le monde sera plus riche et tout le monde aura peut-être de la ressource supplémentaire qui sera plus enclin à dépenser pour la charité. Du coup, l'idée c'est que la prospérité résulte de l'harmonisation spontanée des intérêts divergents. On va donner un exemple simple que donne Adam Smith. Il dit la meilleure garantie que vous avez d'avoir votre pain le matin,
et que votre boulanger se lève, c'est certainement pas sa charité. C'est l'espoir qu'il aura d'y trouver lui aussi son intérêt. Et quand chacun trouve son intérêt à ce qu'il fait, et ben en fait, on peut réellement compter sur la coopération des autres. Hein, l'idée c'est ça, c'est que ça garantit la coopération, cette affaire-là. Or, et c'est ça qui est important, c'est que plus la coopération est étendue, plus il y a de coopération, plus les richesses augmentent. Il y a un effet de seuil du fait qu'on est plusieurs à faire quelque chose. C'est tout simplement ce qu'on appelle la spécialisation. L'État doit simplement garantir du coup que le marché puisse exister, qu'il y ait du libre-échange, c'est exactement la même chose, pour que la coopération soit maximisée. Alors pourquoi est-ce que du coup la coopération ça marche ? D'abord parce que les individus donc, ils sont motivés par leur intérêt, et du coup ils auront envie d'être plus productifs, d'être meilleurs, de développer des nouvelles techniques, ils auront un esprit d'initiative important, ils auront envie de développer des choses pour gagner des parts de marché. Deuxièmement, en coopérant davantage, ils vont se spécialiser, du coup, ils vont faire les mêmes tâches, ils vont les faire mieux, ils vont les développer davantage, ils vont aussi perdre moins de temps à changer d'activité 15 fois par jour. Et donc plus on est spécialisé, plus on va produire par heure, pour ainsi dire. Si vous êtes un mauvais boulanger, vous allez produire, parce que vous êtes aussi en même temps agriculteur et meunier, vous allez produire 10 baguettes en 1 heure. Un bon boulanger, et ben en fait il va en produire, je sais pas moi, 60 en 3 heures. Et du coup vous avez tout de suite un gain très très important du fait que vous êtes spécialisé. Et chaque heure de travail sera beaucoup plus rentable que quand on est spécialisé que quand on l'est pas. Enfin, troisièmement, la concurrence va évidemment globalement diminuer les coûts de production et réguler la quantité de biens à produire. Et on n'aura pas, comme en URSS, tout d'un coup des tonnes de surproduction dans un domaine et puis rien dans l'autre. Voilà. Et pourquoi est-ce que la concurrence va diminuer les coûts de production ? Parce que tous les producteurs seront attentifs à essayer, pour continuer à être concurrentiels, de produire mieux, de produire moins cher. D'autre part, il y a aussi un argument très important sur l'information du prix des choses, c'est que l'offre et la demande vont s'autoréguler. On ne va pas trop produire et pas non plus pas assez, parce que dès que quelque chose va être demandé, les prix vont augmenter, et du coup, les investisseurs vont avoir envie de les produire à leur tour pour rentrer sur le marché. Ce serait intéressant. Et du coup, la production du bien demandé va elle-même augmenter. Et à l'inverse, un truc dont on n'a pas besoin, qui sert à rien, qui est inutile à la société, finalement il n'y aura pas de demande et du coup le prix va baisser et puis finalement l'industrie s'arrêtera. Alors du coup dans ces conditions, chacun aura intérêt pour lui à coopérer et à optimiser sa production et donc ça bénéficiera à tous. Donc autrement dit, c'est par altruisme qu'il faut être égoïsme. C'est ça un petit peu la conclusion de Adam Smith, qui est vraiment le grand premier théoricien du marché. On peut être altruiste par égoïsme. Alors ça veut pas dire qu'on aura été gentil, on aura effectivement été égoïste, on aura d'abord pensé à soi-même. Ça veut pas d'ailleurs dire non plus qu'on a été méchant et qu'on a essayé d'écraser particulièrement les autres, mais c'est juste que l'égoïsme produit un effet qui est l'altruisme. C'est assez contradictoire, mais l'égoïsme a des effets altruistes, un peu malgré soi, mais a des effets secondaires qui sont altruistes. Alors Hayek, qui est un des grands théoriciens du libéralisme contemporain, définit comme catalexie l'ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché. Alors, oui, la catalexie, c'est quand chacun cherche un peu son besoin, chacun va se spécialiser dans un truc et tous les besoins seront à peu près satisfaits et ça va produire un ordre spontané bénéfique à toute la société. Non. Et alors du coup, l'État doit surtout pas interférer, il doit surtout pas commencer à être charitable, parce que ça va pas motiver les gens à travailler, il doit surtout pas commencer à mettre une grosse taxe sur tel type de produit pour décourager la production et à l'inverse enlever toutes les taxes sur un produit pour encourager, l'importation, etc. Parce que ça va déséquilibrer l'ordre spontané du marché qui est le plus à même d'optimiser le bonheur de tous. Bien, alors deuxième avantage du marché très important, c'est que dans le cadre du libre-échange, la seule règle, c'est est-ce que je peux payer ou pas ? Alors, évidemment, toujours tant que ça ne nuit pas à autrui. Alors si oui, je peux réaliser mon bonheur comme je l'entends, même si ça me nuit. Et donc si on est vraiment libéral, par exemple, rien ne justifie d'interdire la cigarette, ou même la drogue. On fait ce qu'on veut de soi-même, on est le seul à pouvoir décider pour soi de quel est le meilleur genre de vie. Et du coup, on voit qu'il y a un lien essentiel entre le libéralisme économique et le libéralisme politique, puisque le marché
assure concrètement que chacun ait les mêmes droits et les mêmes possibilités de faire aboutir ses projets, quels qu'ils soient, sachant que la plupart de nos projets dépendent de la coopération. Hein, et cela, du coup, indépendamment d'un État qui contrôlerait ou imposerait une certaine définition du bien pour les individus. Alors, si vous avez vu les vidéos sur Rawls que je vous ai demandé de regarder, il y a une vidéo qui dit qu'il ne faut pas confondre les deux, libéralisme politique et économique. Alors, c'est vrai en un sens, puisque le libéralisme politique ne fait que viser la protection des droits fondamentaux des individus, alors que le libéralisme économique, c'est surtout un moyen pour les individus d'assurer le libre-échange de façon privée. Et d'ailleurs en France, on a un joli paradoxe, c'est que la droite traditionnelle, qui est libérale économiquement, en fait est assez conservatrice du point de vue des valeurs et va pas autoriser la drogue, la prostitution, etc. qui du point de vue du libéralisme réel pourrait être admise. Et à l'inverse, on peut aussi imaginer une société qui serait libérale politiquement, mais avec une forme d'intervention de l'État dans l'économie, ce qu'on verra avec Rawls. Bon, alors effectivement, cela dit, il me semble que les deux libéralismes sont quand même assez liés intrinsèquement, parce que c'est un système qui assure à chacun de mener sa vie en fonction de la façon qu'il la conçoit la meilleure. Et pour ça, le marché est nécessaire, parce que c'est le seul truc qui n'est pas finalisé, qui n'est pas ordonné par une instance supérieure qui va lui imposer des valeurs morales. Et elle permet aux individus de coopérer. Alors même qu'ils ne se représentent pas le bien de la même façon, et c'est ça qui est important. Comment on fait pour chercher son bonheur à soi, sachant qu'on a besoin des autres, et qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec la manière dont je conçois mon bonheur. Donc le marché permet d'assurer à la fois la coopération des individus dans un cadre pluriel, dans un cadre où on a des conceptions plurielles du bonheur, voire concurrentes, voire ennemies. Elle transforme finalement des ennemis en partenaires. Hein. Puisque n'importe quel bien peut être échangé contre n'importe quel autre via l'argent. Alors, par ailleurs, le marché permet une augmentation globale des richesses, ça je l'ai dit, hein, et sert de facteur de limitation important au pouvoir politique, puisque au fond il empêche le pouvoir politique d'imposer de l'extérieur un certain bien pour tous, et surtout l'État est lui aussi soumis au marché, il a de l'impôt à dépenser, etc. Et au fond il est lui-même soumis à ses lois et il ne peut pas faire n'importe quoi. Alors on va critiquer un petit peu cette conception libérale maintenant, en disant trois choses. Première chose, c'est que évidemment elle va produire des inégalités. Hein, c'est ce que j'avais un petit peu annoncé au tout début. Le marché produit des inégalités et l'autorégulation finalement marche d'ailleurs pas toujours si bien. Alors évidemment, la diminution des coûts implique parfois la création de monopoles sur certaines denrées. Il n'y a qu'une entreprise qui s'occupe de tout. Et en fait, pourquoi il faut parfois, je sais pas, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des transports, on n'achète pas un TGV avec son argent de poche par exemple. Du coup, il y a un certain nombre de secteurs comme ça dans lesquels où finalement il y a que des très très grosses entreprises qui peuvent s'en occuper. Et de toute façon, si vous êtes une petite entreprise, vous n'allez pas réussir à négocier aussi bien que les grosses et vous allez vous éteindre parce que vous n'êtes pas concurrentiel. Donc le libre-échange est conditionné par la concurrence, mais le libre-échange produit aussi la constitution de monopoles qui vont empêcher cette concurrence. Donc on peut voir ici une assez forte contradiction dans le marché. Et par ailleurs, sans justice sociale, je ne sais pas pourquoi j'ai un peu mélangé ces deux arguments. Donc là, le marché produit des inégalités. Attendez, je le replace. D'abord, le marché ne marche pas si bien, c'est la première idée. Bon, il y a un tas d'autres arguments, hein. J'en ai juste donné un ici. On peut aussi se demander les conditions du marché pur et parfait. Pour ceux qui sont en TES, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on a effectivement un atomisme des partenaires? Est-ce qu'on peut rentrer et sortir du marché facilement ou non? Est-ce que l'information circule bien, etc. Donc on voit que dans le marché libéral, du fait que dans la réalité le marché est jamais pur et parfait, et en fait finalement la loi de l'offre et de la demande qui prétendait produire un équilibre parfaitement harmonieux, ça fonctionne pas si bien. Alors un argument qui m'intéresse plus, le marché produit forcément des inégalités. Attends, je vais quand même rajouter par ailleurs, le marché est rarement pur et parfait, et du coup l'équilibre soi-disant providentiel ne marche pas. Hop. Alors, donc deuxième argument dans ces inégalités, c'est celui le plus important en fait. Hein. Donc c'est que sans justice sociale, les plus défavorisés sont encore plus défavorisés, car ils auront toujours plus de mal à être compétitifs. Le manque de moyens empêche de faire usage de la liberté, évidemment.
Hein. On ne peut pas décider de monter une entreprise de production d'énergie nucléaire dans son coin. On ne peut pas, je sais pas, devenir un ingénieur ou un PDG si on n'a pas accès à des études qui potentiellement coûtent cher. Et à l'inverse, quand on a beaucoup de moyens, on peut complètement abuser de son pouvoir et écraser le marché. C'est le principe des lobbies, par exemple, ou des grands médias. Hein. Le marché, du coup, va aggraver les écarts de richesse et limite même parfois le libre-échange. Hein. Et par ailleurs, la forme du contrat, c'est peut-être le pire, donne l'illusion de la réciprocité. Or, tout penser sur le modèle du contrat, sur pas du tout la justice de l'engagement réciproque. Quand on est en position de force, on peut imposer n'importe quel contrat juste à celui qui est vulnérable et qui n'a pas le choix. Donc en un sens, on voit bien que le système de l'échange réciproque par contrat du marché, finalement a plutôt tendance à aggraver les inégalités et même à justifier de grandes injustices. Alors, deuxième gros problème, c'est la question du lien social. Alors, social, société, hein, ça vient de socius en latin qui veut dire l'allié, celui avec qui je suis uni, celui avec qui je partage. Alors, on voit qu'évidemment, dans une société de concurrence, on a un grand risque de dissolution du lien de la communauté. On partage plus, on est en concurrence, on partage plus, on échange économiquement. Hein, si la société est seulement fondée sur la concurrence ou la rentabilité, la relation à l'autre est jamais gratuite. Chacun est d'abord vu comme un partenaire économique, voire comme un concurrent, et du coup ça produit une société qui est extrêmement individualiste, et que d'ailleurs on connaît aujourd'hui, hein, que ça se constate et ça se comprend assez facilement. L'idée de bien commun, de partage est beaucoup plus difficile à assumer dans une société de marché. Enfin, au fond, on peut aussi accuser le libéralisme d'encourager une certaine forme d'immoralité, de ne pas jouer son rôle d'arbitre et de ne pas prendre ses responsabilités quant à la justice, puisque, au fond, l'échange économique neutralise tout. Ça neutralise toutes les conceptions morales, puisque tout peut s'échanger, quoi que ce soit. Et du coup, ça pose un tas de problèmes éthiques. Est-ce qu'on peut vendre ses organes? Est-ce qu'on peut se prostituer? Est-ce qu'on peut autoriser les enfants à travailler? En un sens, si tout le monde est d'accord, on peut dire oui. Et bien peut-être que l'État a le devoir de poser des bornes et de dire que certaines choses doivent être hors marché, qu'on ne peut pas tout faire avec soi-même, et que, en un sens, voilà, c'est un petit peu dangereux de dire que l'État n'a pas à se positionner sur une certaine définition du bien, parce qu'au fond, le marché autorise le mal. Voilà. Alors, on va critiquer, donc maintenant qu'on a fait cette petite critique du libéralisme, on va proposer un contre-modèle, qui est le modèle inverse, où on a un État très présent, qu'on va appeler le collectivisme, et on va s'intéresser, donc autant le libéralisme permet de maximiser son bien individuel, autant le collectivisme va essayer de définir un bien commun et d'essayer de le mettre en avant. Il s'agit donc de définir la justice cette fois-ci moins à partir de la liberté, comme on l'a fait avant, comme on entendait bien, la libérale liberté, mais plutôt comme à partir de l'égalité sociale. Alors, on a pas mal de noms: holisme, socialisme, collectivisme, étatisme. Voilà, je vous les donnerai un petit peu tout à l'heure. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus redistributeur, où on va plutôt essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut compenser un peu les inégalités produites par le marché. Alors, l'autre modèle, donc c'est le modèle socialiste ou collectiviste, holiste, étatiste. Alors en France, on en a un tout petit aperçu, même si on n'est pas un bolchevisme, avec l'État-providence, où donc c'est la façon dont on a organisé l'État après la Seconde Guerre mondiale, où on a décidé que l'État avait pas seulement à s'occuper des fonctions régaliennes. Je vous renvoie au cours sur Pascal si vous avez oublié ce que c'est que les fonctions régaliennes, mais brièvement, c'est simplement s'occuper de rendre la justice et dicter des lois et assurer la sécurité intérieure et extérieure. Et d'aucuns ont rajouté d'assurer la possibilité du libre-échange par la fourniture d'une monnaie. Donc le principe du coup de l'État-providence, c'est de dire, en plus de ça, on va aussi s'occuper de faire une sécurité sociale, de faire une éducation nationale, de faire un ministère de la culture, de faire un ministère des transports, un ministère de l'énergie, etc. Et donc d'intervenir dans les secteurs sociaux et dans les secteurs économiques un peu stratégiques. Alors, donc le principe, c'est qu'on dit que le but de l'État, c'est d'assurer non pas seulement la libre détermination de son propre bien par les individus, mais au contraire, de définir et de travailler au bien commun, à l'intérêt général. Il s'agit de maximiser globalement le bonheur du plus grand nombre, et là, si vous vous souvenez, c'est la définition de l'utilitarisme en fait, quitte à en sacrifier certains au passage.
L'État-providence, c'est l'idée que la liberté en fait, n'est qu'un vain mot si elle n'est pas appuyée sur une égalité, hein, sur une égalité réelle. Et du coup, ça suppose une certaine forme de distribution. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas un peu de redistribution au moins, s'il n'y a pas d'égalité d'égalité matérielle, hein, pas seulement d'égalité de droit, entre les citoyens. Parce que sinon le jeu est complètement faussé un peu par les arguments que j'ai donnés avant. Donc, du coup, ça implique des fonctions de redistribution des richesses, de fourniture de services sociaux, hein, secours aux indigents, invalides, maladies, éducation, etc. Comme j'ai déjà dit, des services économiques. Le service public devient alors le moyen par lequel l'État s'acquitte de ses obligations envers les citoyens au moyen de l'impôt qu'il prélève. Donc, il ne va pas prélever de façon égale, mais il va plutôt prélever de façon proportionnelle pour restaurer une forme d'inégalité. Alors pourquoi ? Alors, les socialistes défendent un primat de la société sur l'individu. Hein, donc c'est l'inverse de l'individualisme méthodologique, hein, que j'avais nommé avant pour le libéralisme. Hein, on parle aussi de holisme. Alors holon en grec ça veut dire le tout. Je vais écrire comme ça. Tac. Le collectif prime sur l'individu, la société prime sur l'individu, le tout prime sur la partie. Ça signifie que c'est pas la somme des individus qui constitue la société. On n'a pas mis Jean, Jacques, Pierre, Jules, voilà, etc. les uns à côté des autres et pouf, ça a fait une société. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est la société qui existe déjà et qui, en accueillant des êtres vivants en son sein, en fait des individus. C'est la partie qui est définie par le tout. En fait, on n'est jamais des individus abstraits. On est toujours des individus d'une certaine société, reconnus dans une certaine position, avec certains droits, etc. En fait, on ne serait pas des individus et encore moins des individus libres sans société. Être un individu au sens propre, en fait, c'est déjà avoir des droits, c'est déjà pouvoir être reconnu dans une certaine structure. Et penser du coup qu'on puisse choisir d'avoir recours à l'État au moyen d'un contrat, hein, qu'on est des individus libres, on se dit tiens on va se mettre ensemble et on va faire un État, c'est carrément une illusion, puisque en fait il faut déjà être dans un État, il faut déjà que notre liberté soit politiquement garantie pour qu'on puisse faire ce choix. En réalité l'idée du contrat social est une illusion complète, parce qu'il présuppose l'existence de l'État. Et la preuve de ça, c'est qu'une société demeure même quand tous ces individus changent. Et puis finalement ce fameux contrat social, on voit bien, on le passe jamais et on n'a pas vraiment le choix en fait d'accepter la société dans les conditions avec lesquelles elle nous est livrée et d'être fabriquée sur le modèle d'une certaine société. Donc en fait les socialistes accusent les libéraux de confondre la cause et l'effet. L'individu est l'effet de la société et pas du tout sa cause. Du coup le modèle du contractualisme est faux, mais il est aussi dangereux. Car il produit l'illusion d'individus égaux qui choisissent rationnellement un compromis juste. Alors dans les faits, on voit bien que cette situation n'existe pas, mais surtout, c'est bien le problème, et c'est ce que Marx dira par exemple, on peut soupçonner que cette définition abstraite de l'individu, en fait, elle sert à faire oublier les inégalités réelles qui empêchent les individus de pouvoir choisir, et du coup, une fois qu'il y a des inégalités, ça sert à les justifier. Vous voyez, c'est un peu comme si on dit, bon, au début vous étiez tous égaux, et maintenant, tout le monde a les mêmes droits, voilà. Sauf que du coup, s'il y a des inégalités, c'est tout simplement parce que les gens choisissent des vies différentes et c'est un petit peu leur faute. Ils étaient égaux du point de vue de la loi, l'État leur assurait une égale sécurité dans leurs entreprises, et s'il y a des pauvres et des riches, c'est simplement l'effet de leur choix individuel et ils en sont entièrement responsables. Alors qu'en réalité, les pauvres étaient déjà pauvres et les riches étaient déjà riches. On voit bien que quand on vient d'un milieu très défavorisé, on n'a évidemment pas les mêmes moyens de décider librement de sa vie. Et cela d'autant plus, on se rappelle que c'est le marché qui permet la coopération nécessaire à la recherche de la vie bonne pour soi. Du coup, ce que vont dire les socialistes, c'est que l'égalité entre les individus, c'est pas une donnée de base, mais elle est à conquérir. Et elle est à conquérir d'abord en se défaisant d'une fausse idée de l'égalité qui serait l'idée de réduire l'égalité à l'égalité de droit. L'égalité de droit n'est possible que s'il y a d'abord une réduction des inégalités matérielles. Voilà. Et du coup, le socialisme essaie de penser justement une société qui assure cette égalité réelle aux citoyens et qui garantit vraiment que l'égalité de droit ne soit pas une égalité de pacotille, une égalité de façade. Alors la première conséquence du coup, c'est que l'État a le devoir d'intervenir pour définir des biens collectifs.
car ce sont ces biens qui forgent les individus que nous sommes. Si c'est la société qui précède l'individu, qui définit l'individu, ben, elle le modèle aussi de ses valeurs. Et du coup, l'État intervient non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan social, et culturel, et économique. Il dirige et intervient dans certains aspects de la production des ressources et des services, par exemple en menant des politiques culturelles, sociales, de santé, etc. L'État, du coup, prélève du pouvoir d'achat chez les individus et l'utilise en assumant de décider lui-même d'objectifs pour la société. L'État intervient sur le marché, il devient même producteur. Et par exemple, vous voyez bien que l'État français a des actions, je sais pas, chez EDF, dans Air France, dans la SNCF, vous voyez, dans les secteurs stratégiques comme ça. Voilà. Ainsi, par exemple, on affirme que c'est pas aux individus de décider seuls de l'existence de l'opéra. Évidemment, on n'est pas rentable, et que évidemment, on a le droit de pas aimer. Mais comme c'est un bien culturel, et c'est un bien culturel qui a une dignité, culturelle qui relève par exemple du patrimoine de tel ou tel pays, et qui a une dignité indépendante des retombées économiques et des goûts de chacun. Et que du coup, c'est le devoir de l'État de continuer à financer ça, parce que sinon ça péricliterait, et ça fait partie de l'identité de la société. Le marché ne peut pas lui seul définir les biens et les maux, précisément parce qu'il est aveugle. Et le bien et le mal ne sont pas l'effet de simples mécanismes d'ajustement, mais bien de délibération volontaire sur la valeur intrinsèque des choses. On ne peut pas réduire, je vais le redire autrement, on ne peut pas réduire la valeur des biens à leur prix. Alors Marx dit à leur valeur d'échange. C'est combien ça coûte, combien ça vaut quand on l'échange. Ils ont une valeur dite d'usage. C'est leur fonction intrinsèque, la fonction qu'ils remplissent vis-à-vis de nous ou vis-à-vis de la société. Alors la deuxième conséquence de ça, c'est que l'État du coup a le devoir de donner un accès égal à ses biens par la redistribution directe, les allocations par exemple, ou indirecte, par exemple en finançant l'école éducative pour tous. Ainsi la santé, parce que par exemple voilà, l'État a le devoir de redistribuer. La santé c'est un bien. C'est un bien parce que il y a tout un marché de la santé. Ça coûte cher la santé. Donc la santé doit être redistribuée. Parce qu'évidemment, seuls les plus riches ou les gens qui se portent bien ont le luxe de se passer de la sécurité sociale. On n'est pas égaux devant la santé. Le choix de la santé, du coup, n'est pas un choix. On peut pas dire ah ben si tu veux t'occuper de ta santé, t'achètes une assurance santé et si tu penses que c'est pas la peine, tu l'achètes pas, tu disposes de tes biens comme tu veux. Ouais, sauf qu'en fait, il y en a qui sont déjà tellement en mauvaise santé ou qui sont dans des conditions telles qu'ils vont tellement vite le devenir, en fait, qu'ils n'ont pas le choix et que de toute façon, ils sont bien trop pauvres pour financer par eux-mêmes une politique de santé individuelle. Si vous venez d'un milieu très pauvre et que vous avez une maladie rare ou chère, en fait, vous êtes obligé de sacrifier votre santé. C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où le premier poste de santé abandonné par ceux qui n'ont pas d'assurance maladie, c'est les dents. Et donc, voilà, dans les grandes agglomérations, il y a plein d'Américains, et on n'est pas au tiers-monde, il y a plein d'Américains qui ont des dents complètement pourries, plus de dents du tout, parce que ils ne peuvent pas se permettre de se payer ça. Donc on voit bien ici que au fond la santé on le présente comme un choix individuel, mais c'est évidemment pas un choix parce qu'on n'est pas libre devant ce choix. Idem pour l'éducation. On peut pas dire moi choisir de pas m'éduquer ou de m'éduquer comme je veux, ou alors on peut le dire que quand on est déjà dans une position tellement avantageuse que ça n'a plus tellement d'importance. Troisième conséquence, c'est que l'État socialiste ou gaulliste assume de définir un bien pour les individus en interdisant par exemple la drogue, ou la prostitution, ou la vente d'organes, ou le travail des enfants. Non, alors d'ailleurs, parfois parce que c'est un mal en soi, mais surtout parce que c'est injuste. C'est d'abord les plus vulnérables qui sont victimes de ça. Donc ce système répond aux trois problèmes du libéralisme qu'on avait nommés avant. D'abord, il y a moins d'inégalités défavorables aux plus démunis, puisque chacun a les moyens réels de mener sa vie. Dans une société de propriété privée, les inégalités se développent au risque de compromettre l'indépendance d'un grand nombre de citoyens. Les plus pauvres voient leurs enfants travailler, ils font les pires métiers, ils vendent leur corps, etc. La justice sociale est la condition de la liberté réelle, car les processus économiques conditionnent la jouissance effective de la liberté, la possibilité effective de pouvoir choisir pour soi quelle est la meilleure vie. On peut pas dire choisis la vie la meilleure pour toi si en fait on n'a aucun moyen d'emprunter cette vie. Ou alors on choisira vraiment quelque chose de... Voilà, ce sera plus qu'un compromis.
Deuxième argument, c'est qu'évidemment le socialisme résout le problème de la dissémination sociale, hein, de la fracture du lien social, puisque le lien social est assuré par la constitution de projets communs. Et c'est même les intérêts de la communauté qui priment. La coopération sociale est avantageuse pour tous, et voilà, il n'y a pas de la modalité du contrat, mais beaucoup plus celle du partage. Enfin, la moralité, l'État définit des limites morales, hein, et subtilise au marché la question de la valeur. Hein. Tout n'a pas une valeur marchande, certaines choses sont hors marché, et pour s'en assurer, l'État en a le monopole. Alors, ce serait bien simple, mais le problème, c'est que, au fond, l'État socialiste ou l'État collectiviste en bute aux trois mêmes problèmes, mais de façon réciproque. Alors d'abord, vous avez vu, le libéralisme produit des inégalités, mais le socialisme est assez inefficace dans la production générale des ressources. Le monopole économique, donc non concurrentiel, ça marche pas très bien. On l'a vu avec le modèle soviétique, hein, qui produisait beaucoup moins efficacement que le modèle américain. Il y aura moins d'inégalités, c'est vrai, mais en fait tout le monde sera plus pauvre. Alors que dans le modèle du marché, en un sens, le plus pauvre est supposé être presque plus riche que le plus riche d'un système sans marché. En fait, c'est une inégalité, mais une égalité qui est nivelée par le bas. La concurrence, ça permet de faire en sorte que, alors c'est vrai, il y a des très très riches, mais aussi les pauvres sont globalement moins pauvres. Alors allons plus loin, Tocqueville analyse cette pente de la démocratie qui, au nom de l'amour de l'égalité, va produire un délitement de la liberté. Alors je vous ai rajouté le texte sur le site, un très très beau texte de Tocqueville, un texte classique qui montre comment la démocratie va finalement conduire intrinsèquement au désamour de la liberté. Au fond, il n'y a plus d'espace pour l'initiative et l'invention puisque tout est prévu par la loi, tout est organisé. Les gens se déshabituent à prendre des décisions puisqu'on s'occupe de tout à leur place. Ils sont plus créatifs. Ils n'ont pas de nécessité à se mettre dans l'état de créativité qui est parfois difficile. Pire, l'État est complice de cela parce qu'il est pris tout d'un coup d'une législationnite. Hein. Alors, je vous cite un petit passage. Le souverain étend ses bras sur la société entière, il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes. Donc, en fait, Tocqueville voit bien à la fin du 19e le début de la bureaucratie. Hein. Et qu'est-ce que c'est la bureaucratie? C'est pas quelque chose qui est interdit de faire, comme une vraie tyrannie. Non, c'est quelque chose qui résiste. Vous voulez faire un truc? Pas de problème, c'est autorisé. Mais veuillez s'il vous plaît me remplir le formulaire AB12 427, puis le signer 3 fois, l'emmener à la poste et lui faire 3 tours de parc. Donc le truc c'est que ça devient si compliqué de monter un projet, de demander une dérogation, que sais-je, que le jeu en vaut plus la chandelle, ça décourage. Et du coup, l'État socialiste endort, pour ainsi dire, et c'est peut-être le meilleur moyen de conduire à l'obéissance. Voilà, donc le problème de l'égalité, c'est l'inefficacité. Deuxième problème, c'est que ça nie évidemment l'individualité et nos inspirations individuelles qui sont bien légitimes. Nous avons besoin de définir nos buts propres pour nous épanouir. Et la société ne peut pas tout définir à notre place. L'épanouissement de l'individu, ça suppose la reconnaissance de son mérite propre. Hein. Tocqueville dit un truc assez génial. Attends, je sais pas si je l'ai mis. Dans son texte il dit ok, l'État s'occupe de tout à notre place, notre métier, notre maison, etc. Que ne s'occupe-t-il pas, que ne nous ôte-t-il pas la peine de vivre? C'est génial, c'est l'idée qu'en fond, si on s'occupe de tout à notre place, mais en fait la vie a plus tellement de valeur parce que l'intérêt de la vie, c'est justement de s'occuper de la question de son bonheur et de la question de comment je vais organiser mes priorités. Donc l'idée même de liberté suppose la différence. On n'est pas des fourmis. L'individu, c'est pas une colonie, c'est un sujet. Et comme l'égalité est le but, l'État-providence a tendance à produire une grande uniformisation des modes de vie. Et il place chacun dans une situation matérielle déterminée par lui, donc par l'État, hein, qui ne convient pas nécessairement à tous. Les gens sont dépossédés de la liberté de poursuivre leurs objectifs et de garder leur indépendance économique, car leur action est subordonnée au plan d'ensemble. On n'a pas le droit d'entreprendre comme on veut. Or, le marché, avec ses défauts, est cependant garant d'un grand pluralisme, puisqu'elle ignore puisqu'elle donne une place finalement aux besoins particuliers. Elle donne une place. Tant que ça marche, tant qu'il y a des gens pour être d'accord, c'est-à-dire pour acheter, et en fait on peut le faire. Hein. Alors que le socialisme, en se focalisant seulement sur l'intérêt général, va gommer tous ces besoins particuliers. Et enfin, alors certes,
moi j'avais dit le troisième problème, c'est que le socialisme résout le problème de la moralité, mais en fait on peut renverser l'argument et dire qu'au fond c'est extrêmement moralisateur, ça s'appelle du paternalisme. Hein, au fond on va décider du bien à la place des gens, et par exemple on va dire voilà, je sais pas, la prostitution c'est immoral, c'est l'exploitation de la femme, etc. Mais au fond, on pourrait dire, mais est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de moraliser et de reconduire, par exemple, une morale machiste sous des prétextes, sous des prétextes de libération ou de protection de la femme. Au fond, il n'est pas indépendant de valeurs morales qui peut-être sont critiquables et que justement on a critiqué, puisque comme je vous le rappelle, l'intérêt de la démocratie, c'est le pluralisme, c'est d'accepter que il faut être un peu sceptique sur la question du bien, on ne sait pas ce que c'est que le bien, et finalement la façon la plus prudente de le définir, c'est de laisser à chacun le soin de le faire. Alors j'ai juste précisé une petite analyse du paternalisme. Le paternalisme c'est le contraire de la paternité. Pourquoi ? Parce que dans le paternalisme, on va décider de notre bien à notre place, hein, on nous infantilise. Alors, vous voyez que c'est pareil, hein, un père fait exactement ça avec ses enfants, il décide de leur bien à leur place et finalement il les protège contre eux-mêmes de ce qu'ils se pourraient faire, mais il y a une grande différence quand même, c'est que dans le paternalisme, au lieu de transformer des enfants en adultes, qui un jour pourront se débrouiller sans le père, l'État paternaliste va transformer des adultes en enfants et aggraver leur lien de dépendance. Vous voyez, c'est vrai que le père, les parents décident de choses à la place de leurs enfants, mais ils le font en attendant leur maturité et pour les faire accéder à leur maturité. Typiquement, les parents qui obligent leurs enfants à aller à l'école. Oui, c'est paternaliste, on leur pose pas la question, on leur demande pas leur avis, mais au fond, c'est la condition de leur émancipation individuelle. C'est par ça qu'ils vont plus avoir besoin de leurs parents. Et du coup, c'est une marche vers la liberté. Alors que dans le paternalisme d'État, quand l'État décide de toutes les valeurs morales à la place des individus, au fond, on les déresponsabilise et les gens attendent de l'État les réponses à tout. Et du coup, l'État ne laisse plus rien faire aux citoyens de peur qu'il aille contre son bien. Alors, dernier point que je vais du coup aborder, c'est la solution que propose Rawls et qui est absolument, je trouve vraiment remarquable, hein, qui a un grand retentissement hein, dans l'histoire de la philosophie politique et qui pose les choses un petit peu différemment. Il va se demander au fond quelle inégalité est supportable sans qu'il y ait pour autant injustice. Hein. Donc on va un peu distinguer l'inégalité et l'injustice. Alors du coup, ce que va faire Rawls, c'est essayer de penser une justice distributive, c'est-à-dire encore une forme d'équité hein, qui permet de ne pas nier les besoins individuels d'une part, la liberté de chacun, hein, la capacité de chacun à définir pour lui ce que c'est son propre bien. Rawls, on peut dire que c'est un libéral, et que c'est un libéral américain qui a connu le système démocratique, et du coup, au fond, il est d'accord avec ça. Mais sans pour autant détruire toute égalité vis-à-vis des biens sociaux entre les citoyens. Voilà. Donc il y a une forme de conciliation de la liberté et de l'égalité, et d'ailleurs même une forme d'articulation des deux, puisque ils se conditionnent réciproquement. Il ne peut pas y avoir de liberté sans égalité, ni d'égalité d'ailleurs sans liberté. Et on va voir pourquoi. Alors la première chose que fait Rawls, c'est de rappeler finalement son adhésion au pluralisme. Je le réécris. Au pluralisme. Tac. Alors, Rawls distingue le bien, hein, c'est ce que l'on pense être la meilleure situation pour soi et pour les autres, hein, ce qu'on pense être la meilleure des sociétés pour soi et pour les autres, hein, son bien, ce dont on a parlé avant. Et donc il distingue ce bien du juste. Le juste, c'est pas qu'est-ce que c'est la meilleure des sociétés, c'est la procédure par laquelle on peut permettre à chacun de chercher son bien. Alors on va voir les deux. Donc la première, le bien. C'est comme un petit peu Platon, ça consiste à définir un bien effectif pour soi et pour la société. Une certaine forme d'organisation qui dit le bien, au fond, c'est c'est la modération, le bien, c'est l'harmonie entre les parties, etc. etc. Donc on va définir à la place des individus ce qui est bon pour eux, quelle est la meilleure façon de vivre. C'est quoi la vie bonne ? On définit substantiellement, on définit ce que c'est la vie bonne. La vie de philosophie, la vie de jouissance, la vie d'études, la vie d'amour, ou que sais-je. On va donner une définition à qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie.
Ça, c'est ça. Et alors, en un sens, on peut peut-être se mettre un petit peu d'accord dessus, mais on voit bien qu'il y a forcément des désaccords sur ce que ça veut dire réussir sa vie ou mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. A l'inverse, la justice dit Rawls ne dit pas ce que c'est la vie bonne, parce qu'elle n'en sait rien, elle est sceptique, elle est pluraliste. Il s'agit plutôt de définir une procédure par laquelle on doit passer, et d'ailleurs, quel que soit le résultat de la manière dont on organise la société, et c'est la procédure par laquelle on est passé qui va dire si la décision elle est juste. Alors je vous donne un petit exemple. Au tribunal, le jury, oui, c'est une procédure. On ne sait pas si au fond le jury va dire quelque chose de vraiment juste ou de vraiment injuste. Est-ce que le type il est vraiment coupable? Est-ce qu'il est vraiment innocent? Est-ce qu'il y a vraiment des circonstances atténuantes? Est-ce qu'il n'y en a pas? On peut se tromper. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que le fait d'être passé au tribunal par l'avis du jury populaire, ça va attester de la justice de la procédure et faire en sorte que c'est au moins le moins pire. C'est un peu ça l'idée. Alors, souvent on distingue la morale ou la politique substantielle, si vous retenez pas ça, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même intéressant, de la version procédurale. C'est deux façons de définir les valeurs, soit on les définit par leur contenu, soit on les définit par la procédure qui a amené à la décision, quel que soit le contenu. Donc justement, Rawls va définir une procédure qui permet de définir la société juste, disons, pour conserver le pluralisme sans faire trop d'inégalités. Alors c'est quoi cette procédure? C'est ça son originalité. Alors il s'agit de chercher à définir comment la définition en commun de la société juste est possible. Comment être sûr que la façon de définir la justice est effectivement juste? Alors pour ça, il a recours à une expérience de pensée. Il va imaginer quelque chose, il va imaginer une situation, ce qu'il appelle une situation originelle, qu'il compare il se place dans la tradition des philosophes du XVIIe et du XVIIIe, qui inventent l'état de nature dont on avait parlé avec Rousseau, dans la partie précédente, dans la sous-partie précédente, pardon. Donc cette situation originelle, on va poser que les individus dedans sont libres, rationnels, ils agissent en vue de leurs intérêts. Donc c'est une situation dans laquelle la société n'existe pas encore, et on va dire, si on avait inventé la société, donc avant la société, dans un sens, si on avait inventé la société, comment est-ce qu'on la bâtirait pour qu'elle soit juste? Donc c'est évidemment fictif. Dans cette situation, comment est-ce qu'on définirait la meilleure société à adopter? Donc c'est ce que fait Rousseau, par exemple. Alors, attends, je vérifie un truc parce que... Non, si je vais le dire, je redirai tout à l'heure un petit mot de cette affaire-là, parce qu'il ne faut pas le prendre au sens historique ou temporel. Il faut dire avant il y avait ça et ensuite la société est née après ça. C'est plus, je reviendrai dessus, mais pour vous le dire tout de suite, c'est plus une espèce de façon de définir la norme d'évaluation de la justice des sociétés. Quand on aura répondu à cette question de qu'est-ce que les hommes auraient choisi comme société juste, si on avait à refaire ce choix d'avant la société, on aura une espèce de constitution un petit peu idéale qui va nous permettre de critiquer l'état existant. Mais j'y reviendrai dessus, parce qu'il ne faut pas le prendre au sens de Platon, comme on l'a dit dans le Grand de Petit. Alors là, l'invention intéressante de Rawls, c'est que si c'était le cas, si on pouvait se mettre ensemble avant la société, ou même maintenant, rebâtir une société ensemble, qu'est-ce qu'on ferait? On choisirait tous un peu en fonction de ses intérêts. Les hommes choisiraient une société machiste, des institutions machistes. Les forts, une société du droit du plus fort. Les rapides, une société où la vitesse aurait une importance, etc. Alors le truc, c'est que pour assurer la justice de la procédure, il faudrait que les hommes adoptent un point de vue à la fois impartial. Il ne faut pas qu'ils prennent... qu'ils ne fassent que satisfaire leur intérêt égoïste, mais aussi qu'ils ne soient pas sacrificiels, puisqu'ils ont le droit de conserver leur intérêt aussi. Alors, ce que Rawls invente, c'est l'idée de voile d'ignorance. Pour décider de façon la plus juste dans cette situation originelle, il faut décider derrière un voile d'ignorance, sous un voile d'ignorance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous cite un petit passage du texte. Personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités, des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, etc. J'irais même jusqu'à poser que les partenaires ignorent leur propre conception du bien ou leur tendance psychologique particulière. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d'ignorance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on ignore, au fond, c'est tout ce qu'on ignore à propos de soi-même, c'est tout ce qui pourrait produire une inégalité sociale ou donner lieu à une discrimination. La situation économique dans laquelle on se retrouverait après le choix,
l'accès à l'éducation qu'on aurait, son sexe, ses dons naturels ou ses handicaps naturels, sa religion, etc. Donc l'idée c'est, si les hommes se retrouvaient et avaient à décider ensemble de qu'est-ce que ce serait la société la plus juste, comment ils feraient pour bien décider, et bien la première des conditions de cette procédure, c'est qu'il faudrait qu'ils ne sachent pas qui ils vont être. Parce que s'ils savent qui ils vont être, ils vont probablement décider d'institutions qui vont un peu trop les favoriser. Par contre, s'ils n'ont aucune idée sur quelle est la position dans laquelle ils vont se retrouver, après ce choix de la meilleure des sociétés, ben en fait, ils vont être beaucoup plus prudents. L'idée là, c'est comment est-ce que je vais faire pour maximiser mon intérêt, sachant que je n'ai aucune idée de la situation dans laquelle je vais me retrouver après la fondation de cette société. La réponse, c'est que la société, c'est la société la plus juste, la plus équitable. Alors pourquoi ? Par exemple, dans ce cas-là, je choisirais évidemment pas le féodalisme, parce que je sais très bien que j'aurais 99 chances sur 100 de me retrouver dans une position horrible, et que j'ai une chance sur 100 seulement d'être le seigneur qui va bénéficier des avantages sociaux d'une telle organisation. Je vais pas non plus choisir un collectivisme radical, car si j'ai une particularité, j'ai aussi envie de pouvoir m'en servir et de m'épanouir avec et d'obtenir de la reconnaissance par son intermédiaire. Donc l'idée c'est que je vais être rationnellement amené à décider d'une société qui est réellement équitable, c'est-à-dire dans laquelle les inégalités, car il y en a toujours, elles sont irrésorbables, il y a toujours des gens qui sont plus forts, plus intelligents, plus handicapés, etc. Donc dans laquelle ces inégalités sont le mieux compensées possible, qu'elles sont en ma défaveur. Je vais être amené à décider d'une société dans laquelle les inégalités qui sont en ma défaveur sont le mieux compensées possible. Et d'autre part, que si jamais j'ai une inégalité en ma faveur, il faut que je sois quand même encouragé à m'en servir. Donc, vous l'avez compris, la fonction du voile d'ignorance, c'est de définir les conditions dans lesquelles on peut, la procédure, par laquelle on va pouvoir rendre juste la décision de la société juste, l'invention de la société juste. Répondre à quelle serait cette organisation dans ces conditions, ce serait ça, définir la société juste. Alors, Rawls va du coup au fond reconduire une théorie du contrat social pour définir ça. Et alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit évidemment pas de dire ce qui s'est passé avant la société et de dire bon voilà, les hommes se sont mis ensemble et ils ont fait ça. Évidemment, quand les hommes ont fondé les premières sociétés, ils ne sont pas mis un voile sur la tête en regardant si oui ou non c'était des garçons ou des filles, si oui ou non ils étaient riches ou pas. Ils étaient déjà des garçons ou des filles, ils avaient déjà des handicaps ou des avantages naturels, ils avaient déjà une certaine conception du bien, ils avaient déjà des richesses, etc. Il ne s'agit pas du tout de dire comment les choses se sont passées. Il s'agit de définir les règles à partir desquelles on pourrait répondre à ce que c'est que la société juste. Et comme on pourra répondre à ce que c'est que la société juste, grâce à cette règle du voile d'ignorance, on va pouvoir du coup se donner un modèle constitutionnel pour rendre plus juste les sociétés vraiment existantes. Et vous voyez que donc voilà, on veut savoir ce qui rendrait juste une société de coopération. On veut une norme. Le contrat social, c'est pas les choses telles qu'elles se sont passées, c'est la norme qui permet de juger comment justement une société peut se rendre juste par ses institutions. C'est ça. Je vais écrire. Le contrat social, c'est une norme qui dit comment une société peut se rendre juste par ces institutions. Ou quelles institutions sont justes. D'ailleurs, il y a un livre très célèbre de Rousseau qui s'appelle Le contrat social, mais c'est exactement ce qu'il définit. Il dit pas comment les choses se sont passées. Il dit on pense une situation telle que, au fond, la seule société vraiment juste qu'il puisse y avoir, c'est celle que les hommes auraient décidé à partir de ça et de ça et de ça. Et c'est le contrat social, c'est ça. Alors du coup, on voit qu'on ne tombe pas non plus dans l'écueil libéral d'inventer des individus abstraits pour justifier des inégalités, comme je l'avais dit avant. On voit que Rawls est assez fin, il cherche au contraire à inventer un individu qui se projette dans la vulnérabilité de l'autre, évidemment. Il ne s'agit pas d'un moyen de justifier des inégalités. Alors c'est quoi les principes au fond? Rawls dit qu'il y en a deux, il y en a un qui sépare en deux, il y a un 2A et un 2B, donc il y en a 2,5 ou 3, selon comment on pense.
Alors, premier point important, la liberté. Donc rien de nouveau, hein. Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté de base égale pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres. Hein. Donc, et liberté, et même plutôt, on va dire, égale liberté. Hein. C'est pas vraiment, c'est là où c'est intéressant, c'est pas vraiment liberté contre égalité, c'est que liberté et égalité vont complètement de pair. Hein. Il n'y a liberté que dans un système où la liberté est équitable, enfin est égale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Donc je cite encore, hein, les plus importantes de ces libertés, c'est les libertés politiques, évidemment, vote, pouvoir s'occuper des postes publics, hein, l'éligibilité autrement dit, la liberté d'expression, de réunion, de pensée, de conscience, la liberté de protection, de la liberté de la personne qui implique évidemment la protection contre les agressions physiques et psychologiques, le droit de propriété personnelle, la protection à l'égard de l'arrestation et de l'emprisonnement arbitraire, donc la liberté contre l'État finalement, hein, telles qui sont définies par le concept d'autorité des lois. Donc elles doivent être égales pour tous d'après ce premier principe. Donc en ce sens, Rawls s'inscrit dans la tradition libérale, hein, il reprend les principes de l'état de droit, hein, au fond, de la protection de l'individu contre la justification d'intérêt général. Hein. On n'a pas le droit de sacrifier quelqu'un sous le prétexte de l'intérêt général. On a le droit de vivre sa vie comme on l'entend, c'est essentiel pour s'épanouir. Et de toute façon, c'est beaucoup trop dangereux de renoncer à ses droits individuels, parce que l'intérêt général est beaucoup trop discutable et a beaucoup trop souvent servi de prétexte pour justifier les pires des exactions et les pires abus de pouvoir. Hein. Donc Rawls est en ce sens-là un théoricien de l'état de droit, hein. Il s'inscrit dans la théorie de l'état de droit et les individus doivent être protégés par le droit. Deuxième principe, c'est celui de l'équité, fairness en anglais. Donc en second lieu, les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois, 1. On puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun, et B. Qu'elles soient attachées à des positions et des fonctions ouverte à tous. La répartition de la richesse et des revenus n'a pas besoin d'être égale, elle doit être à l'avantage de chacun et en même temps, les positions d'autorité et de responsabilité doivent être accessibles à tous. Alors, donc, il l'a divisé en deux et il s'agit d'assurer l'équité réelle du système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il y a deux volets. D'abord, le premier volet, le petit A, c'est le volet compensatoire. Alors, ok, il y a des inégalités. En fait, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Il y a toujours des inégalités. Et en ce sens-là, on peut distinguer égalité et équité. Tout le monde n'aura pas exactement la même chose. Il y a une histoire qui fait que les répartitions des richesses sont déjà vachement réparties. Il y a des traditions, des choses comme ça. Alors ça pourra évoluer, hein, évidemment, mais au fond, on ne supprime pas les inégalités du jour au lendemain. Et puis, il y a des inégalités naturelles, des inégalités de talent, et même, il y a des choses qui deviennent des inégalités parce qu'on se met à valoriser tel genre de choses plutôt que tel autre à des moments où ça. Donc, il y aura toujours des inégalités. Par contre, elles n'ont pas le droit d'être justifiées et instituées en avantage, par exemple avec un salaire plus grand, sauf si ça aide les plus vulnérables. Elles n'ont pas le droit d'être instituées. La seule raison qui autorise qu'on institue une inégalité, qu'on donne un salaire plus grand, qu'on donne une fonction, qu'on donne un titre, etc. À quelqu'un, c'est que c'est à l'avantage des plus vulnérables, c'est pas au désavantage des plus vulnérables. Et ça, c'est ce qu'il appelle ça le principe de différence, hein, qui est donc un principe extrêmement important. Donc on compense les inégalités par une forme d'équité. C'est-à-dire on va redistribuer un petit peu. Ok, il y a des inégalités, il y en a qui en profitent plus, mais il faut toujours que s'ils en profitent plus, ce soit plus encore à l'avantage de ceux qui sont vulnérables. Alors on peut imaginer par exemple, ok, un chirurgien il va gagner peut-être plus d'argent que quelqu'un qui ne l'est pas, mais en fait sa fonction, il va sauver tellement de vies qu'on peut dire que si on supprime la fonction chirurgien, qu'on interdit au chirurgien d'être chirurgien, par exemple, ou qu'on ne le paye pas du tout et que du coup il n'est pas motivé à faire des études longues, etc., et ben en fait la société dans son ensemble a beaucoup plus à perdre et ça profite pas en fait aux plus vulnérables. Donc l'idée c'est de dire par exemple on autorise le chirurgien à gagner plus, en même temps on met une sécurité sociale, comme ça l'excès de salaire que va gagner le chirurgien va quand même être vachement plus bénéfique aux pauvres, parce que le pauvre on pourra lui sauver la vie quand il aura besoin du chirurgien gratuitement. Voilà, c'est ça le principe de différence. Alors le second principe est opératoire. Il s'agit de faire en sorte que
tous aient au mieux accès aux mêmes avantages à mérite égal. Alors, tout simplement, une femme noire à bac+5 doit avoir le même salaire qu'un homme blanc avec le même diplôme, hein, évidemment. Donc ça, c'est l'égalité de traitement. Mais cette égalité de traitement est accompagnée de l'égalité des chances. Ça veut dire, par exemple, le recours à la discrimination positive. On ne s'intéresse pas seulement à payer pareil une femme noire à bac+5 et un homme blanc à bac+5, on s'intéresse aussi au fait qu'il faut que la femme noire, elle ait eu voilà, autant de chances que l'homme blanc d'arriver à bac+5. Hein, ce qui est évidemment extrêmement compliqué, hein, mais dans nos sociétés actuelles, et c'est ce qui n'est pas le cas encore. Mais du coup, Rawls il dit il faut corriger ça, parce que c'est vraiment dégueulasse qu'à mérite égal, au fond, on n'ait pas les chances d'exploiter son talent également. Hein. Donc ça implique donc de la discrimination positive, par exemple, ou alors l'obligation d'un accès égal à une éducation de qualité. Alors Rawls dit, donc en France, par exemple, nous on a choisi l'école publique, hein, qui est une façon, alors qui a ses défauts, hein, mais de produire une forme d'égalité de tous face aux études. Les professeurs sont des fonctionnaires d'État, ils ont un diplôme qui atteste de leur niveau, et vous voyez, chaque famille ne va pas choisir son professeur parce que c'est le meilleur, ne va pas payer 4 fois plus un bon professeur de philo et 2 fois moins un mauvais, etc. Donc Rawls n'existe pas forcément l'obligation de l'école publique comme en France, mais ça pourrait être par exemple un système de bourse très efficace. On pourrait dire, bon, on peut garder un système d'éducation privée, mais par contre il faut que dès qu'un élève en a besoin, il puisse être envoyé dans le privé et de façon gratuite, c'est-à-dire que l'État devrait payer la bourse. Alors ainsi on évite le prétexte de la méritocratie abstraite, hein, un peu à l'américaine. On dit pourquoi est-ce que tu es bien payé, parce que tu as réussi, tu l'as mérité, hein, tu as eu ce qu'il faut pour l'avoir. Et pourquoi est-ce que Rawls est très méfiant vis-à-vis de ça? Il dit d'abord, il y a une grande part d'involontaire dans nos talents. Hein, c'est souvent la chance, la nature, la société, la famille qui fait que on a réussi par un hasard de circonstances à mieux réussir que les autres. Et du coup, on ne doit pas trop valoriser le mérite. Hein, c'est dangereux et ça produit des inégalités qui sont trop irrésorbables. Et deuxièmement, au fond, de toute façon, c'est la société qui décide ce qu'elle mérite en fonction de ce qu'elle valorise. Et cela est aussi injuste et arbitraire, et puis ça change en plus. Hein, je me suis dit tout à l'heure, dans un monde d'aveugles, Léonard de Vinci, il aurait crevé la dalle, quoi. Sa Joconde, ça aurait rien valu du tout. Donc il y a quelque chose d'assez arbitraire, au fond, dans ce qu'on appelle le mérite. Et donc, ce que Rawls dit, c'est qu'il faut être prudent, et on a un devoir de donner à tout le monde l'accès à la compétition méritocratique, parce que c'est bon pour la société qu'elle se développe par là, ça marche assez bien en fait, c'est assez efficace comme système, ok, mais d'autre part, et puis on a besoin peut-être de s'épanouir en développant nos talents, mais d'autre part, interdiction absolue de stigmatiser ceux qui échouent à cette compétition, car pour beaucoup ça relève pas du tout de leur responsabilité, ou très peu. Et du coup, il faut pas leur mettre double peine, quoi. Déjà, ils ont pas eu de chance parce que leur famille, leur société, la nature, la chance, leur rencontre, etc. Leur ont pas donné des bonnes cartes en main. On va pas les pénaliser une deuxième fois en les enfonçant davantage parce qu'ils ont pas de cartes à jouer. C'est pas... voilà, ce serait un peu pratiquer la double peine. Alors, je conclus rapidement sur le... J'ai oublié, je voulais faire ça. Liberté, égalité. Donc, vous voyez que ce que dit Rawls, c'est très intéressant, me semble-t-il, c'est que l'égalité est la condition de la liberté. On ne peut pas être vraiment libre si au fond on n'a pas chacun les mêmes moyens pour réaliser son plan de vie. La liberté est une illusion. Si la liberté elle est inégale, enfin si chacun n'a pas accès à développer son plan de vie, et bien la liberté elle est inégale. Et une liberté inégale, c'est précisément le contraire de l'état de droit en fait. Et du coup, c'est pas une liberté du tout. Si que quelques-uns sont libres et les autres le sont pas, vous vous rappelez le texte de Rousseau, hein, le maître est un dominé qui s'ignore. Le maître est un esclave qui ne se sait pas être esclave. L'égalité est la condition de la liberté. Il n'y a pas de liberté sans égalité. Voilà. Alors, mais par contre, il n'y a pas non plus d'égalité sans liberté. C'est-à-dire que l'égalité n'a vraiment de sens
que si on y conserve une part d'initiative, une part de désir, une part de créativité, et finalement, voilà, une forme d'autonomie individuelle. Une égalité sans liberté, une égalité absolument stricte, et une autodestruction de l'individu. Et au fond, il y a plus d'égalité parce qu'il n'y a plus personne pour être égal. On peut plus comparer des individus les uns aux autres puisqu'il n'y a plus d'individus. Hein. Donc on peut le dire comme ça. Hein. Sans égalité, la liberté s'autodétruit. Hein. Et sans liberté, l'égalité n'égalise plus enfin s'autodétruit aussi, hein, parce que elle égalise plus aucun individu, hein, ou elle n'a plus, voilà, l'égalité n'a plus aucun individu à égaliser, hein. Il faut garder de la différence pour qu'il y ait des choses à égaliser. Quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est vrai que c'est égal, mais 1 plus 1, c'est pas la même chose que 2, et on a intérêt à remarquer cette égalité entre 1 plus 1 et 2, parce que justement 1 plus 1 c'est différent de 2. Hein. L'égalité, c'est pas l'identité. On va le dire comme ça. L'identité, c'est pas l'égalité. L'égalité est toujours l'égalité entre des choses différentes. Il n'y a d'égalité qu'entre des choses différentes. L'identité, c'est l'abolition de l'égalité en un sens. Hein. Et donc je disais, donc sans l'égalité, la liberté s'autodétruit. Voilà, parce que ça rompt la condition de l'état de droit. Hein. Ça rompt l'état de droit. Ok, alors donc je conclus ce grand 2. Donc on peut dire, là on a vu de quelle justice l'État était capable. Il est capable du coup d'une grande justice. On a d'abord vu parce qu'il était capable de définir le bien. Ensuite on a un petit peu critiqué ça en disant que c'était un peu dangereux de définir le bien et que quand l'État était surtout capable d'une justice en garantissant le pluralisme grâce à la liberté. Ça c'est ce qu'on a vu avec Rousseau. Et on a vu que ça suffisait pas de juste protéger la liberté de droit et qu'il fallait aller plus loin pour que l'État garantisse vraiment la liberté. C'est qu'il faut aussi défendre la justice réelle, la justice sociale, la justice économique, parce que sinon la liberté, tout comme la justice, ne sont que des vains mots. Hein. Ce sont des libertés de pacotille qui servent parfois d'ailleurs à masquer des injustices. Et donc on a vu qu'au fond, hein, le système de Rawls, hein, le système de ces deux principes, de l'égale liberté et de l'équité, permettait au fond à l'État d'être authentiquement juste et de penser une société parfaitement juste, voilà, qui nous permettrait de critiquer les nôtres. Alors, du coup, maintenant qu'on a dit ça, on peut dire que l'État est capable de produire des lois vraiment justes. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas que l'institution soit juste pour que la justice soit vraiment réelle. Hein. Et l'État n'est jamais capable que d'une justice d'État, en ce sens. Il n'a que ses moyens à lui. Et que c'est pas parce que l'État est capable de garantir une vraie justice, hein, c'est pas parce qu'il est capable d'une justice d'État que la justice sociale sera vraiment effective. Et du coup, c'est ce qu'on se posera comme question dans la troisième partie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je pense que c'était un petit peu long aujourd'hui, à 1h12. Désolé, en plus, je suis allé vite. C'était aussi assez difficile, je pense. Mais c'est pas grave, vous êtes bon, vous avez un cerveau, vous êtes capable de comprendre ça. Il y a sûrement des petits passages qui vous ont un peu échappé, mais l'essentiel c'est d'avoir un peu suivi le fil et pourquoi je suis arrivé à Rawls. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous donner un peu une espèce de culture politique de voilà, c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, voilà, comment les grandes, comment l'histoire des idées elle s'est constituée autour de ça et comment la philosophie un peu contemporaine avait tenté de proposer une réponse assez originale. Je trouve que Rawls c'est quand même vraiment très intéressant pour ça, à ce problème-là. Voilà, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt.